Raphaël Morave, bonjour. Bonjour Et bienvenue. Christophe. Bienvenue, Excellence. Alors, je voudrais commencer en vous demandant combien de réservistes sont partis de France pour Israël. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des volontaires qui disent « Allez, je vais en Israël pour défendre mon pays ». Alors, je n'ai pas les chiffres exacts. Je sais qu'il y a quelques centaines, peut-être voire même des milliers. Il y en a beaucoup qui ont transité par Paris, donc je ne sais pas tout à fait la différence entre ceux qui arrivent de France proprement dit. À ma connaissance, aujourd'hui, tous ceux qui devaient être appelés et sont appelés se sont déjà présentés. Donc, je ne crois pas qu'il y en a qui continuent à venir maintenant. Ils sont là-bas, ils sont sous les drapeaux. Est-ce qu'ils sont bien équipés ? Il y a eu des interrogations, des inquiétudes. On manque de matériel pour les équiper. Non, ce n'est pas le cas. Justement, j'ai eu l'occasion hier de parler avec un officier réserviste de l'armée qui me racontait que ces unités sont bien équipées. Le problème, c'est qu'au lieu de 100% de l'effectif, il a eu 180% des effectifs, c'est-à-dire plusieurs Israéliens, plusieurs hommes sont venus se présenter à l'unité et disent voilà, j'ai pas été appelé, mais je veux participer dans les combats et dans l'effort militaire. Et dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a pas de réserve pour 180. Il n'y a pas d'équipement pour 180% de l'effectif. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'on a parlé dans la presse quand on disait qu'il n'y a pas suffisamment d'équipement. Parlons de diplomatie. La Jordanie a rappelé son ambassadeur. Elle l'a rappelé à Amman. Est-ce que c'est grave en termes diplomatiques quand on en arrive là ? Je ne sais pas si c'est grave, mais c'est regrettable parce que moi, je crois à la diplomatie. Donc, je pense que retirer son ambassadeur d'un pays, justement, ça empêche la communication. Et le rôle de la diplomatie, c'est permettre, surtout en moment difficile, de continuer à communiquer, échanger des messages. Donc, c'est regrettable. Mais bon, les relations avec la Jordanie sont maintenues. C'est pas qu'il y a une rupture, mais bien sûr, c'est un mauvais signe. Aujourd'hui, demain, tous les regards seront tournés vers le Liban. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, va parler. Est-ce que vous craignez, est-ce que Israël craint un deuxième front au nord ? Certes, nous devons écarter le risque d'un embrasement et d'une régionalisation du conflit. Je pense que c'est l'intérêt également du Liban. Je ne pense pas. En fait, je suis convaincu que c'est l'intérêt propre du Liban. Donc, il y a tout à faire de la part du gouvernement du Liban et également des pays qui ont une influence sur le Hezbollah et sur le Liban pour éviter toute régionalisation de ce conflit. La France a un rôle à jouer sur le Liban. C'est un partenaire historique. Est-ce que l'on peut faire entendre raison au Liban pour qu'il calme le Hezbollah ? C'est justement à cela que je faisais référence quand je parlais avec des pays hors de la région, des puissances qui ont une influence sur le Liban. La France, notamment, bien sûr, a une influence et elle exerce. Et bien sûr, c'est quelque chose de très positif. Il y a un troisième front qui s'est ouvert. On ne l'attendait pas forcément. Ce sont les attaques qui viennent du Yémen, les missiles. C'est le Yémen qui attaque ou c'est l'Iran qui attaque depuis le Yémen ? Pour être plus précis, ce sont les Houthis. Donc, c'est une faction terroriste qui a le soutien de l'Iran, le soutien financier, le soutien d'armement et et en fait, ce sont les Iraniens qui sont les commanditaires de ces attaques. Alors, c'est un nouveau phénomène, c'est vrai, qu'on n'a pas connu jusqu'à maintenant, mais nous savons faire face. Le fait qu'on a déjà, les missiles qui ont été envoyés du Yémen sur Israël ont été interceptés jusqu'à l'heure actuelle. Il y a eu un missile qui est tombé, il me semble, sur Taba. Donc aussi, ça présente le risque que quand on lance du Yémen, ça peut tomber soit sur Aqaba, soit sur Taba et pas forcément sur Eilat. Le Qatar a œuvré pour la libération de quelques otages et puis ça s'est arrêté. Est-ce que vous croyez encore que par la négociation, par l'intercession du Qatar, des otages vont être libérés ? Alors, il y a des pourparlers avec le Qatar parce qu'ils ont une forte influence sur le Hamas. Les leaders politiques du Hamas sont au Qatar. Et donc, bien sûr, Israël souhaite en priorité absolue de relâcher tous les otages et les pourparlers sont dans cette direction-là. Il n'y a pas d'échange otages contre arrêt de l'action militaire, mais est-ce que si les otages étaient libérés en nombre, si tous les otages survivants étaient libérés, est-ce que ça changerait l'attitude d'Israël vis-à-vis de Gaza ? J'ai pas une vraie réponse. Je ne sais pas parce qu'on ne peut pas oublier le massacre des 1400 innocents. Ça n'effacera pas, oui. Donc, bien sûr que ça n'effacera pas. Ça changera, mais peut-être certes l'objectif de la guerre, parce que l'objectif est libérer les otages et les ramener chez eux, d'une part, et éradiquer le terrorisme de la bande de Gaza.
Cette éradication du terrorisme, cette fin du Hamas, est-ce que c'est un objectif qu'on peut réellement atteindre? Bien sûr, il y a les bombardements, il va falloir détruire les souterrains, mais le Hamas, c'est autre chose. C'est aussi de la finance internationale, ce sont des leaders, vous le disiez, qui sont dans des pays étrangers. Ça ne s'arrêtera pas, ça reviendra. Alors, il y a le travail sur le terrain, c'est ce que l'armée fait, ok, et ça fait d'une manière minutieuse, c'est pour ça que ça prend du temps. Comme le Premier ministre Netanyahu a dit, ce sera une guerre longue et dure, c'est dans ce sens-là. On avance très lentement pour vraiment cibler les infrastructures et les hommes armés du Hamas, éviter toute perte civile, d'une part. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une coopération à faire au-delà de l'activité militaire, qui est lutter contre le financement du terrorisme. Et ça, c'est une coopération internationale qui nécessite, notamment sur la question des crypto-monnaies. Il y a toute la question des réseaux sociaux et les incitations à la haine et au terrorisme à travers ces réseaux. Donc ça aussi, c'est un travail d'une coopération internationale. Donc il y a beaucoup à faire au-delà du champ de bataille actuel. Exactement. Quand le président Macron, en déplacement en Israël, a parlé de coalition, ça a été un peu mal compris en France. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que plusieurs pays se mettent à bombarder Gaza. Comment ça a été perçu en Israël? Comment vous l'avez perçu? Je pense que c'était une idée intéressante. Elle n'était pas trop détaillée. Mais c'est évident que le président n'a pas l'intention d'envoyer des militaires en Israël dans la bande de Gaza. Israël a su toujours se défendre et ne demande pas une aide de militaires. Mais comme je dis, la lutte contre le terrorisme nécessite une coopération internationale parce que le terrorisme n'est pas que dans la bande de Gaza. Nous savons qu'il est très bien dans d'autres parties du Moyen-Orient, en Afrique également et en Asie. Donc il y a besoin vraiment d'une coopération internationale de tous les pays démocratiques et qui partagent les mêmes valeurs. Ça prendra des années, on le sait. Oui, c'est un travail continu qui a commencé justement dans la lutte contre le Daesh et qu'il faut continuer et voire renforcer maintenant. Comment jugez-vous l'attitude de la Turquie dans ce conflit? La Turquie et Israël ont toujours eu des discussions, parfois douloureuses, mais toujours franches. Est-ce que là, la Turquie a basculé? Oui, le fait que le ministre des Affaires étrangères a ordonné à rappeler nos diplomates de la Turquie, parce que nous considérons que la position du président Erdogan, on sait qu'il est un peu imprévisible et souvent... dans l'improvisation? Dans l'improvisation, c'est ça. Mais ou dans la provocation? Mais dans ce cas-là, sa provocation a dépassé les limites qu'on pouvait tolérer. Et c'est très regrettable parce que nous considérons la Turquie n'est pas un ennemi et je pense qu'elle a un rôle important à jouer. Elle a une influence sur le Hamas, un pays qui fait partie de l'OTAN, de l'OCDE. Mais il y a certaines positions qu'on ne peut pas accepter. 335 Palestiniens binationaux, plus 76 blessés, ont été exfiltrés hier par le sud de la bande de Gaza. Est-ce que c'est le début de ce qu'on peut appeler une trêve humanitaire? La guerre continue, mais on laisse passer plus de civils? C'est pas une question de trêve humanitaire, c'est que Israël a dit déjà il y a plus qu'une semaine, une dizaine de jours, qu'on encourage les civils à quitter la ville de Gaza vers la partie sud, qui est beaucoup plus sûre. Et donc effectivement, des centaines de milliers ont déjà évacué. Et maintenant, il y a des blessés qui ont la frontière ouverte vers l'Égypte, c'est ça qui est la différence, et qui peuvent être évacués hors de la bande de Gaza. Et également les citoyens étrangers qui se trouvent dans la bande de Gaza. Il y a plusieurs qui ont été évacués hier et avant-hier, notamment une douzaine de Français. Mais il n'y aura pas de trêve humanitaire, c'est-à-dire on n'arrête pas les bombardements parce que ça permettrait au Hamas de se renforcer. Une trêve humanitaire, ça veut dire donner une assurance de vie aux leaders du Hamas et aux combattants, et ça, il est hors de question. Il y a des convois qui rentrent tous les jours. Maintenant, 300 convois d'humanitaires sont déjà rentrés de la bande de la frontière égyptienne dans la bande de Gaza, et ça continue au rythme de 80 par jour. Et il n'y a pas besoin de trêve humanitaire, ça passe, et il n'y a eu aucun dégât ou un obstacle à cela. L'ONU continue à mettre en garde Israël. Attention, disait l'ONU hier, les frappes sont disproportionnées, trop de dégâts civils par rapport aux objectifs militaires. Ça pourrait être un crime de guerre, dit l'ONU. Que répondez-vous?
Je crois que l'ONU a prouvé qu'elle est une institution impertinente dans ce conflit, vu que la résolution qu'ils ont fait passer après le conflit, qui est la semaine dernière, ne tient pas compte des actes terroristes du Hamas, ne tient pas compte du droit d'Israël de se défendre. Donc c'est encore une résolution, comme tous les centaines d'autres qui sont passées, qui pointe du doigt Israël et qui ne font rien pour avancer la solution du conflit. Et c'est dommage parce que c'est quand même une institution qui pourrait avoir un rôle important, sauf que les pays arabes ont une majorité automatique et peuvent faire passer n'importe quelle résolution sans tenir compte des faits. Beaucoup de pays disent Israël, on vous soutient jusqu'au bout de cette guerre. Mais après, il faudra une solution politique avec les Palestiniens, avec d'autres leaders évidemment que le Hamas en face. Vous entendez ce message à long terme ? Oui, bien sûr. Il y a l'opération militaire qui est d'éradiquer le Hamas et il y a le après. C'est une question qui est ouverte. C'est une page blanche. C'est essentiellement une page blanche. C'est pas nous qui allons imposer la situation, mais on peut penser à plusieurs formules. L'une, c'est que l'autorité palestinienne, qui, selon les accords d'Oslo, il ne faut pas oublier, elle est responsable de la bande de Gaza. Et une autre solution, ce serait que les Gazaouis eux-mêmes enfin se autogouvernent et ils vont élire un autre gouvernement. Il peut y avoir peut-être un genre de contrôle international, transitoire. Donc il y a plusieurs formules, mais je ne crois pas que c'est mûr maintenant d'en discuter. On l'entendait avec la chronique d'Annabelle, il y a une flambée d'antisémitisme en Europe, en France. Est-ce que vous êtes surpris de voir la société française aussi perméable à l'antisémitisme ? Tout à fait, parce que cette récurrence, elle est du jamais vu. Enfin, en 3 semaines, on a eu plus que toute l'année précédente d'actes et d'incidents antisémites. Et en plus, que ça vient sur un background, sur un fond des atrocités qu'on a vues le 7 octobre. Donc moi, c'est vraiment inquiétant. L'État français fait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il peut pour protéger les Français juifs, les Israéliens en France. Je crois bien, oui. Vous êtes satisfait de ce côté-là, le dialogue est bon? Oui, c'est surtout un dialogue entre les institutions représentatives juives et le gouvernement français. Nous, c'est pas qu'on a un rôle dans cela, mais d'après les témoignages que j'entends des leaders des institutions juives, je suis rassuré. Raphaël Morave, ambassadeur d'Israël en France, merci et excellence, bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, 7h45, votre invité sera Valérie Gounet, auteur de Crayon Noir, un roman graphique sur Samuel Paty. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site